Sonic, c'est du bonheur. C'est du bonheur, il est sympa. J'aime ce personnage. Il est toujours J'aime bien ce personnage. de bonne humeur, c'est quoi Pas toujours. Non. Un peu tête de nœud quand même. Souvent je dis c'est une tête de nœud. Ah ouais ouais, il est un peu tête s'énerve de nœud quand même. Ouais, il s'énerve, mais il est aussi un peu... Il fait du boudin. Hein. Il fait du boudin. D'accord, Sonic fait du boudin. Mais il est sympa, et puis c'est un bon camarade, quoi. Sonic, la mascotte de Sega, Captain America, le leader des Avengers, Frodon Sakai du Seigneur des Anneaux, Tetsuo Shima dans Akira, Jesse Pinkman dans Breaking Bad. Ça fait un joli palmarès tout ça. Mais ce n'est pas tout. Alexandre Gillet prête régulièrement sa voix à Joshua Jackson depuis la série Dawson, ainsi que le chouchou de ces dames, Ryan Gosling. Qui est Alexandre? Comment a-t-il vécu toutes ces œuvres magistrales de l'intérieur? Comment vit-il sa passion? La réponse, c'est maintenant. Sonic, Captain America et Frodon sont dans un bateau. Il y en a un qui tombe à l'eau. Qui c'est qui l'a poussé? Spyro. Pas mal. Tu fais aussi Spyro? Ah oui. Incroyable. Et on l'avait pas vu venir celui-là. Parce que de toute façon, pour pousser Sonic, faut y aller. Faut courir très 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 vite. Très vite. Ouais, donc ok, d'accord. Pas mal. Bon, on me dit dans mon oreillette que t'as fait des études de droit. Oui, tout à fait. Oui. Tu voulais devenir avocat? Qu'est-ce Pas que du c'est tout. que ces Mais salades? non, c'était même... Non, moi je voulais être diplomate. Donc j'ai fait une prépa Sciences Po après mon bac, et après mon année de prépa, j'ai passé l'examen, et là je me suis rétamé. Et, Ce qui arrive. Hein. Ça arrive parce qu'il y a du niveau. Et après, j'étais, je pense, un peu trop jeune, un peu pas assez déniaisé encore. Donc, il aurait peut-être fallu que je refasse une deuxième année. Mes parents me l'avaient proposé. Et puis, j'avais tellement bossé. Ça faisait, même avec le bac, tout ça, j'étais très, 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 très studieux. Là, j'ai eu un moment de faiblesse. J'ai dit, écoutez, là, je vais arrêter. À ce niveau-là, c'était vraiment, l'année de prépa était quand même très, très dure. Et je me suis dit, je vais aller plutôt en fac, faire du droit, parce que le droit mène à tout, il paraît. Ok. Et je reviendrai peut-être en diplomatie par la porte de derrière, avec du droit international, peut-être un peu Langso après, ou en parallèle, et puis on verra. Et puis au pire, je deviens avocat, notaire, et puis voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, quoi. Et donc j'ai entamé ensuite mon droit. T'avais le droit. J'ai du droit. Ouais, donc, voilà. Et j'étais pas très à l'aise. J'avais besoin de faire un break. Et au bout d'un an, j'entame ma deuxième année. Là, je dis à mes parents, faut que je fasse un break. Là, coup de blues. Ouais, coup de blues. C'est quoi qui t'a... Vers 19 ans, j'étais un peu à saturation d'études, en fait. Ouais. J'étais à saturation. Les études en général, c'est pas le droit en particulier. Non, c'était les études, je crois. J'avais besoin de respirer, de voir autre chose, faire autre chose. Et ma mère est comédienne. Mon père avait été comédien il y a très longtemps, donc, et eux, me voyant pas toujours bien dans les baskets à l'époque, je ne sais pas vraiment de sport, je faisais pas de musique, donc c'est études. Il m'avait toujours dit, mais je sais pas, fais des cours de théâtre ou des cours de chant, ça va te faire du bien et tout. Et là, j'avais dit, je m'arrête un an, mais vous me trouvez un bon cours de théâtre, et puis au moins, ça va me donner un sens à cette année sabbatique que je prends. Ouais. Je m'engage à reprendre mes études après, mais trouvez-moi un bon cours de théâtre et puis on verra bien ce qui se passera. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que l'année précédente, en même temps que ma première année de droit, j'avais entamé j'allais dans une MJC là où on habitait et j'avais commencé à faire du théâtre. Mais okay. en amateur, tu vois. Parce que je me suis dit, pourquoi t'as demandé à tes parents comme ça? En fait, parce que j'ai fait cette année en amateur et ça s'était super bien passé. On avait fait un spectacle de fin d'année tout à fait amateur, mais enfin, qui s'était plutôt bien passé. Mes parents étaient un peu sur le cul, parce qu'ils n'imaginaient pas du tout que je pouvais m'épanouir comme ça sur scène. Ça devait être pas très bon, mais enfin, ils avaient été un peu bluffés, et moi je m'éclatais. C'était ma récré de la semaine d'aller là-bas. Trop bien. Et donc là, c'est là que je m'étais dit, je m'arrête un an, mais au moins, je vais apprendre des textes, je vais peut-être rencontrer des copains, des copines, un autre milieu, autre chose. Parce que bien que ma mère soit comédienne, on était très éloignés du milieu, ils nous ont protégés de ce milieu. Protégés entre guillemets, évidemment. Mais enfin, on n'a jamais été trop en contact. On avait des amis qui venaient à la maison, comédiens, comédiennes, mais ça s'arrêtait là. Je suis allé très peu dans les studios.
quand ma mère jouait au théâtre, j'allais la voir une fois, et puis voilà, ça s'arrêtait Ta là. mère, c'était théâtre Beaucoup de théâtre, beaucoup Pas de de théâtre, doublage. et beaucoup de doublage. Ok. Énormément de doublage, et beaucoup de théâtre à l'époque, dans les années 60, 70, 80, 90 même. Là, elle a arrêté sa carrière théâtrale, on va dire, en 2016. Ah, ok. Mais ça, c'est très récent, quoi. Mais elle a toujours beaucoup fait de théâtre. Donc, on allait forcément la voir dès qu'il y avait une nouvelle pièce. On allait la voir jouer. Et puis, mais elle a fait c'est une grande voix du doublage des années 50, 60 à 2010, 15. Voilà. Alors, elle en fait toujours, parce que c'est moins crevant que le théâtre. Mais bon, forcément, avec quand on l'appelle, elle vient avec le plaisir. Avec grand plaisir, elle adore ça. Elle est encore fidèle au poste, bon pied, bon oeil, toutes les dents en place. Et surtout l'envie, la joie d'être en plateau. Donc ça, c'est beau de voir ça. Ouais, quand tu le fais sporadiquement, t'as pas l'usure, t'as pas... Non. Viens Et puis plus frais. Elle a commencé à 9 ans. Alors, pas le doublage, mais à faire ce métier à 9 ans avec son père, qui est mon grand-père, qui était chanteur d'opérette et qui avait des émissions de radio. D'accord. Et elle a chanté... Et ensuite, elle a commencé le théâtre à 15 ou 16 ans, je crois, et le doublage à 18 ou 19 ans, mais comme ça, un peu par hasard. Oui. Et donc, et elle a toujours passation de relais. Toujours fait ça. Mais moi, je ne pensais pas du tout faire ça. Parce que j'ai repris mes études de théâtre, de droit, après mon année sabbatique, mais je faisais les deux, en fait. Okay. Je continuais ma deuxième année de droit et de cours de théâtre. Et puis, petit à petit, j'ai commencé un petit peu à travailler en théâtre et en doublage. Sans faire exprès. Là, pour le coup, c'est ma mère qui m'a mis le pied à l'étrier. Ah, ok. Et, mais bon, je me suis dit, oui, je vais voir ce que c'est. C'est une branche du métier qui est rigolote, c'est sympa. Et puis, j'y ai pris goût. Le théâtre s'est mis aussi là-dedans. Et puis, au bout d'un an et demi, j'ai arrêté le droit. J'ai dit, je me lance, on verra bien. Il y avait beaucoup de boulot à l'époque. Ouais. On était très peu nombreux. Ouais. C'était relativement bien payé partout, même le théâtre était bien payé. Alors moi, j'ai jamais beaucoup tourné, mais les tournages étaient bien payés. Enfin, il y avait vraiment un potentiel de s'épanouir et de vivre en même temps de son métier relativement facilement. Voilà, ce qui est à mon avis moins le cas aujourd'hui, où les prix se sont effondrés, il y a beaucoup de monde et il y a moins de boulot. Ouais. Voilà. Ouais. Mais à l'époque, c'était puis j'ai démarré à 20 ans, mais j'avais un emploi de 15 ans, quoi. Enfin, j'étais très juvénile, quoi. Ouais. Donc, t'es les petits genoux. T'as commencé par les petits genoux, ouais. Alors, le premier film d'animation japonaise, en parlant de genoux, sorti au cinéma et qui a lancé la vague de ce qu'on nomme plus tard la japanimation, est un film de SF cyberpunk ultra violent nommé Akira, un chef-d'œuvre de Katsuhiro Otomo. C'est un choc à tous les niveaux pour les kids de l'époque et en particulier les garçons. J'avais chopé ce film en VHS et il m'a retourné le cerveau. Et dans les nuits les plus noires, lorsque le vent chante et porte les paroles au loin, j'entends encore toi crier « Kaneda !» Alors tu faisais Tetsuo, le petit gringalet qui devient balèze puis qui pète un câble. Pierre Attet fait le militaire qui tente de t'arrêter. Mathias Kozlowski, le héros sur sa moto. Et Barbara Tissier, la jeune fille à qui il arrive tout plein de trucs dangereux. Alors, il faut recontextualiser, c'est pas un mot simple. À l'époque, violence ne rimait jamais avec dessin animé. Pour en avoir revu un tout petit extrait ce matin, pour la déconne, l'un de tes premiers mots, c'est « Oh putain, allez charmer cette bécane !» Enfin, tu vois, un putain dans un dessin animé, faut vraiment se dire qu'on était en 90, ça se voyait nulle part, en fait. Quel souvenir as-tu de ce monument de la japanimation ? Est-ce que la violence vous avait choqué, marqué ? Alors, en fait, j'ai fait beaucoup de choses, mais effectivement, c'est un des films qui m'a le plus marqué, parce qu'effectivement, c'était d'une violence, mais effarante pour l'époque. Ouais. Aujourd'hui, on a tout vu, presque. Mais à l'époque, c'était tout nouveau. Le manga, parce qu'on peut qualifier ce film de manga, hein, c'était vraiment le premier en plus qui sortait en salle. C'était un film cinéma. Ouais. On n'avait jamais vu ça, nous les jeunes Clairement. de l'époque, jamais vu. On avait vu ça même à la télé. Et on ressortait, je me souviens, saoulé des séances. Et ça avait duré très longtemps, les séances d'enregistrement. On faisait beaucoup de prises. C'était et entre la musique qui était ça bastonne tout le temps. Les scènes qui sont quand même très lourdes,
à jouer. Les acteurs, j'allais dire, mais les personnages qui véhiculent quelque chose, une noirceur profonde, quelque un chose mal-être. De viscéral, dès qu'ils s'expriment, ça vient de très très loin. Et là, c'était une autre culture pour nous qui arrivait, la culture japonaise, qui elle était habituée à ça, mais nous, pas du tout. Absolument. Pas du tout, et j'ai un souvenir, mais on ressortait saoulés, quoi. Moi, je rentrais chez moi, on a fait plusieurs jours d'enregistrement, ce qui est assez rare. Ouais. Ça dure longtemps, tout ça, mais maintenant, je sais pas pourquoi, et on faisait tout en équipe, on était tous ensemble. Alors, c'est génial. peut-être pour ça que ça durait longtemps, parce que peut-être qu'on devait faire aussi des pistes par piste, là, je me souviens plus très bien comment. Tu te rappelles qui était le DA ? Écoute, je crois, son nom me revient pas. J'hésite, mais je me demande si c'était pas. J'ai oublié son nom. C'était un homme charmant, un vieux monsieur. C'était pour PM Productions chez Jenny Gérard. Okay. Mais c'était pas elle. Je ne crois pas que c'était elle qui nous dirigeait. J'ai un doute. Comment il s'appelait ? J'ai un doute. On je sais plus. En tout cas, c'était un monsieur de mémoire, c'était lui et c'était a priori pas du tout son univers, parce que c'était un monsieur d'un certain âge. Ouais, c'est fou. Mais à l'époque, peut-être qu'ils avaient peut-être pas pris la mesure de l'événement de ce film en se disant c'est un dessin animé. Je pense aussi. Japonais, Mais personne ne l'a vu venir. Et nous, on a vu ça, mais il y avait beaucoup de budget quand même, parce que je me souviens qu'on a enregistré un certain nombre de jours quand même. C'était... En plus, fallait aller chercher en soi... Moi, je débutais un peu quand même dans le métier. Fallait aller chercher en soi une violence qui m'était inconnue, quoi. Cette musique, je me souviens de cette musique tout le temps, l'image d'une violence, ce sang qui gicle tout le temps partout, c'est les visages plein pot de torture, de gens torturés, de mal dans leur peau. Et je sais plus si on faisait les choses dans l'ordre, mais c'était pas toujours évident de comprendre aussi les situations. C'est un souvenir assez lourd. Assez lourd, mais en même temps un bon souvenir, parce qu'on était toute une équipe de jeunes qui ont évolué maintenant. Tout le monde est resté dans le métier, tous les jeunes de l'époque. Et ça reste quand même un bon souvenir, mais d'une violence. Un accouchement dans la douleur. Très très rarement revu, quoi. J'ai très peu refait de films aussi violents que celui-là, quoi. Tu l'as revu depuis ? Non. Alors, en fait, il y a une première partie qui est, tu sais pas trop où ça va aller, et c'est la fin où ça se déchaîne, en fait. Si vous n'avez pas commencé dans l'ordre, peut-être que si vous avez commencé un peu par la fin, t'as peut-être cette impression que c'est violent pendant tout le long du film. Moi je garde cette sensation de violence tout le temps. Mais même quand c'était pas si violent, le début, comme tu dis, il y avait quand même un univers un peu glauque, complètement. Tu vois, un peu noir, qu'on n'avait jamais trop vu, quoi, en fait. Et c'était ça. En plus de la violence, c'était quelque chose de pesant. Tu vois, on sortait un peu mal à l'aise. En fait, quand même, ce qui s'en rapproche le plus en termes d'œuvres à l'époque, je pense que c'est Blade Runner de Ridley Scott. Ah oui, je suis d'accord. Et dans Akira, ça véhicule un sous-texte. C'est même pas un sous-texte, en fait, c'est franchement là, d'apocalypse. Tout du long, et il y a la musique qui accompagne, qui va avec. Et effectivement, le film commence par une explosion nucléaire, donc ça te donne le ton. Ouais, exactement. Ça donne le là. Et puis le dessin, quoi. Le dessin, il est à la... Viril, tu veux dire ? Ouais, il bouscule le regard, quoi. Enfin, ça bouscule. En tout cas, pour l'époque. Aujourd'hui, on en a tellement vu. Ils ont tous pris. Il a fait des petits. Hein. Je pense que beaucoup s'en sont inspirés. Eux, je sais pas depuis combien de temps ils étaient habitués à faire du manga. Je connais pas trop l'histoire du manga au Japon. Depuis combien de temps ça se fait ? Depuis combien de temps ils sont familiarisés avec ça ? Ouais, un peu plus. C'est vrai que. Mais moi, c'est la première fois que je voyais ça. Et puis mes camarades, c'était pareil. Hein. Il n'y avait aucun qui connaissait le manga. En fait, c'est la continuation de ce qui est né dans les années, je dirais, 70. Tu voyais déjà ça, des scènes un peu
rapide, parce que c'est monté comme un film d'action en fait. Nous on voyait ça que dans les films complètement. avec Schwarzy et Stallone. Complètement. Alors, nous, de ce qu'on connaissait moi, de ce que je connaissais du dessin animé japonais, c'est Goldorak. Ouais. Voilà, ce genre de truc. Ah, mais Goldorak, c'est du ralenti à comparer. C'est ça, enfin, c'est gentil, quoi. Yann Lemadic m'avait dit que vous avez fait des retakes 20 ans plus tard. Oui. Tu nous racontes le contexte ? Ah oui, c'est incroyable. Et oui, il y a une dizaine d'années, là, on me rappelle, c'était à Belleville. Allô, j'espère que ta voix n'a pas changé. C'est ça. On fait une séance de retake sur Akira. Akira, mais comment ça, Akira? Mais c'était il y a 20 ans. Et là, tu dis, mais... Il y a eu une ressortie en salle ou en DVD ou en quelque chose? Je pense que c'est DVD, je pense. Et en fait, c'était juste pour changer les prononciations d'un mot, d'un nom propre. Alors, je sais plus, d'un personnage qu'il fallait prononcer différemment. Et tous ceux qui l'avaient pas mal prononcé, mais c'était comme ça qu'on nous avait demandé de le prononcer à l'époque, il fallait le changer. Donc, on est revenu. C'était pas Kaneda qui est devenu Kaneda? Peut-être. Parce que je crois qu'en japonais, c'était Kaneda. Ouais, peut-être. Et moi, vraiment, j'ai grandi avec Kaneda. Ouais, bah oui. Alors, peut-être, je ne sais plus, parce que ça remonte à 10 ans maintenant. Même l'héritage. Mais je m'étais dit, ça va pas être raccord, parce que, comme je te dis, moi, à mes débuts, j'étais très, très minot, quoi. Une voix très, très presque de petit garçon, quoi. Voilà, 15 ans, 15-16 ans, tout juste muet, quoi. Et alors, verdict, ils ont dû te pitcher pitcher là, ou pas? En fait, après, comme c'était des petites phrases par-ci, par-là, finalement, en allant chercher dans ses aigus, tu vois, en s'allégeant, c'est passé très bien. Et puis pour tous les copains que j'ai revus après, tu les as fait les retakes là sur Akira? Ouais, ça c'est passé, ouais. Tout s'est bien passé, mais c'est vrai que c'était assez étonnant. Ouais, c'est marrant, c'est fou cette histoire. La musique, on en a parlé, elle est entêtante, l'ambiance apocalyptique qui vous marque au fer rouge. Avais-tu conscience de bosser sur un film qui a changé le regard que portait le monde sur la Japanimation à tout jamais? Oui, là, alors pour le coup, en sortant, je me souviens m'être dit, là, il se passe quelque chose avec ce film, où il va, c'est tellement incroyable, c'est un tel ovni, soit ça va retomber dans les oubliettes de l'histoire du cinéma ou des dessins animés, soit ça va marquer. De là à être culte, peut-être pas, je m'étais peut-être pas dit ça, mais c'est un film qui va marquer. On peut pas ressortir neutre, on peut pas ressortir. Non, c'est soit tu détestes, soit t'adores, mais c'est très clivant. Il y avait vraiment c'était puissant, quoi. Oui, et puis moi j'étais trop petit pour le voir au cinéma, mais c'est pour ça que je l'ai récupéré en VHS un petit peu plus tard. Ça parlait tellement aux petits garçons de cette génération. Il y avait quelque chose de c'était la fin du siècle. Vous vous rappelez? Donc c'est pour ça que ça fait fin de cycle. Oui. Et donc Apocalypse. Il y a plein d'œuvres qui tournaient autour de l'Apocalypse. C'est vrai, exactement, parce que ça a l'air de rien, notamment pour les jeunes qui sont nés après 2000 et qui sont des jeunes hommes ou des jeunes filles aujourd'hui. Voire même des pères et des mères de famille. Taisez-vous. Mais l'approche de l'an 2000 a pu être un peu angoissant pour ma génération et puis même les plus anciens. Parce que malgré tout, même si on se disait évidemment au 1er janvier 2000 on va se lever comme n'importe quel matin, on va prendre notre petit café, il se passera rien. Même mine de rien, on s'est dit mais si jamais on sait jamais. Je crois qu'on y a tous pensé. Tous. Et il y avait un peu ce décompte qui a commencé à la fin des années 90, 94, 95. On s'est dit, dans 5 ans, l'année 2000, dans 4 ans, l'année 2000, dans 3 ans, l'année 2000. Ouais, c'est là qu'a commencé à poindre le mythe du bug de l'an 2000. Ça, on y a cru. Je crois que beaucoup de gens y ont cru parce qu'on s'est dit, effectivement, parce qu'en plus, il y avait des gens assez bien placés, des savants, des scientifiques qui venaient à la télé en disant, oui, mais enfin, les ordinateurs, ils sont conçus pour s'arrêter à la fin du siècle et pour les remettre en route au 1er janvier, minuit, 1 seconde, ça risque d'être compliqué. Donc, c'était assez angoissant. Alors, en même temps, à l'époque, on n'avait pas tous des ordinateurs, il n'y a pas Internet, pas à ce point-là, il y avait des Minitel, tout ça. Mais... Donc, on se disait, s'il y a un bug, ça va durer quelques jours, et puis voilà. Il y aurait un bug aujourd'hui. Tu coupes Internet aujourd'hui. Ce serait terrifiant. C'est une affaire d'État.
Pourquoi penses-tu que l'ultra-violence graphique, souvent venue du Japon, est venue s'installer sur nos écrans dans ces années-là? T'as une théorie là-dessus? Alors aucune, j'ai pas d'idée. C'est un fait que le manga s'est installé, c'est vrai. Moi, je suis pas un fan de manga, mais j'en ai fait quelques-uns, dont certains très poétiques, très beaux, très très beaux. Et c'était assez surprenant parce que moi j'avais un peu l'image. Si t'as commencé par Akira, oui. Le manga, et puis il y en a des très violents quand même, malgré tout. Mais souvent très drôle même, ludique, avec du second degré. Il y a vraiment de tout en fait. Ouais. Et ça, j'ai découvert ça au fil des années. Je sais pas ce qui attire les gens. C'est un style comme un autre finalement. Comme il peut y avoir eu les moments du western, moi qu'on baignait mon enfance. Aujourd'hui, le western, ça fait un peu ringard, sauf certains unitaires. Bon, mais Non, mais plus largement, il y a Hollywood aux États-Unis, et puis il y a la Japanimation qui vient du Japon, en fait. Bien sûr. Mais comme un jour, il y aura peut-être ce qui vient d'Inde, par exemple, toute la production qui est quand même gigantesque qui vient de l'Inde. Et à mon avis, il y a des très belles choses où le cinéma coréen. La Corée, qui est extraordinaire. Moi, je découvre le cinéma et la télé, les films, télévision, séries télé. Ouais. Il y a des trucs pas terribles, mais il y a des trucs formidables. Oui, formidables. Et dans la violence aussi. Ouais. Beaucoup de violence. Pas que, mais il y a beaucoup de violence. C'est nos sociétés. On dit que nos sociétés sont entrées dans un cycle de violence. Pourquoi? Je sais pas trop. Est-ce qu'il y a un mal-être généralisé où les gens... Mais après, il faut mieux peut-être expulser sa violence intérieure en regardant les choses sans la reproduire, évidemment, dans la vraie vie. Je suis complètement d'accord. Plutôt que vivre dans une sorte de tension permanente. En fait, à l'époque... Après, il faut peut-être mieux faire du sport. Oui, c'est sûr. C'est plus sain. Mais on peut faire les deux. J'en avais parlé. Oui, c'est encore mieux. J'en avais parlé avec Brigitte Lecordier. Il y avait eu des débats sur les dessins animés du Club Dorothée, que ce soit Dragon Ball ou autre, ou Ken le Survivant notamment. Il y a eu des gros débats sur la violence dans les dessins animés et comme quoi ça perturbait nos chères petites têtes blondes. Ouais, mais alors... Je pense que c'est l'inverse. Moi, je pense qu'il faut l'extérioriser, sa violence, et plus tu la réfrènes, plus tu la brides, plus elle bout en toi. Et elle va ressortir d'une façon malsaine. Oui, après. Mais alors après, il faut quand même, je pense, un cadre. Et notamment peut-être un cadre familial. Pour la violence, mais en famille. Non, mais je pense que les parents, là, ont un rôle vachement important pour cadrer tout ça, pour éduquer et montrer à l'enfant. Moi, je suis pas père, donc je donne pas une leçon, évidemment. Mais à mon avis, si l'enfant est en demande de ce genre de choses, il faut aussi lui montrer que ça ne peut s'exprimer que dans le virtuel et pas dans le réel. Ou sinon, il faut aller faire des arts martiaux, du cheval ou je ne sais quoi, de la natation pour expulser le trop-plein. Mais ça doit s'arrêter là. Cette violence, elle peut pas... ça doit rester du virtuel. Ou du karaté dans l'eau sur un cheval. Oui. Mais là, le pauvre cheval, il meurt. Mais non. Tu fais également un autre monument geek des années 90, Sonic, le hérisson bleu de Sega, icône de ma console préférée, la Mega Drive. Depuis combien de temps tu fais Sonic dans les jeux et les dessins animés ? Je voudrais dire pas loin de 25 ans, 22, 23 ans. Je me souviens plus l'année exacte. Je sais plus si c'est 99, 2000 ou 2001, je sais plus. Je me souviens très bien, moi qui n'ai pas une excellente mémoire, surtout de tout ce que je fais, parce que quand je finis quelque chose, Tu passes à autre chose ? Oui, je passe à autre chose, c'est dans un tiroir, et bon. Mais je me souviens très bien de l'essai. Ah, ok. Oui, je me souviens très bien de l'endroit. C'était des studios Avia. C'était pour la société Sophie. La Sophie, ouais. qui enregistrait dans plein de studios, et c'était chez Avia Film, des petits studios sympas en plein sur l'île de la Cité, donc plutôt un beau cadre, très sympa. Pas mal. Ouais, c'était sympa. Et on dit, t'es libre pour un essai sur un dessin animé, très bien, et puis t'arrives, tu vois un petit dessin animé, le petit hérisson bleu. Tu connaissais Sonic ? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Et je te prêterai ma Mega Drive si tu veux. Mais moi, à l'époque, j'étais déjà un petit peu âgé pour avoir joué à ça, si tu veux. Et puis, en fait, j'ai pris cet essai comme n'importe quel essai sur n'importe quel dessin animé, quoi. Alors là, pour le coup, j'ai pas vu le coup venir en me disant, tiens, ça va vraiment marquer des générations, même, je peux dire, des générations. Et je pense que c'est pas fini.
J'ai été choisi. Et puis, depuis, à part les 2 films qui sont sortis au cinéma que je n'ai pas fait, je pense. Alors, je n'ai peut-être pas tout fait, parce que je crois qu'il y a Olivier Corol qui en a fait quelques-uns. D'accord. Mais bon, comme je ne surveille pas ce qui sort, je ne fais pas attention à ça. Mais enfin, j'en ai fait un bon paquet. On va dire que je suis la référence sur ce personnage. C'est toi le comédien le plus piquant. C'est quoi Sonic ? Sonic, c'est du bonheur. C'est du bonheur, il est sympa. Ouais. J'aime ce personnage. Il est toujours de bonne humeur, c'est quoi pas toujours. Non ? Un peu tête de nœud quand même. Souvent je dis c'est une tête de nœud. Ah ouais ouais, il est un peu tête de nœud quand même. Ouais, il s'énerve, mais il est aussi un peu... Il fait du boudin. Hein. Il fait du boudin. D'accord, Sonic fait du boudin. Mais il est sympa. Et puis c'est un bon camarade, quoi. Ouais. C'est un bon camarade. Il a du discernement, il a du bon sens. Mais c'est une petite tête de nœud quand même. Mais ça le rend gentil, quoi. Est-ce que c'est comme dans les jeux et son ennemi c'est le docteur Robotnik ? Est-ce que c'est comme dans les jeux et son ennemi ? Ah, son ennemi, oui, c'est Eggman. Eggman, il l'appelle Eggman. Alors, ok, d'accord. Ouais, Eggman. Alors Eggman, c'est la version japonaise, je crois. Mais quand c'est arrivé en Europe, ils l'ont appelé Robotnik. Ouais, alors sur les dessins animés, on l'appelle Eggman. Eggman, ok. Avec son crâne d'œuf, en fait. Qui est drôle d'ailleurs, le personnage est très drôle. Qui le fait dans les dessins animés, tu sais ? Dans notre équipe, là, c'est... Marc Bretonnière. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, il est très drôle dessus. Mm-hmm. En combien de temps tu cours le 100 mètres haies ? À quel âge ? En plus, on est dans le thème de cet été. Là, aujourd'hui, je sais pas, 30-40 secondes. Et encore, je suis pas sûr d'arriver au bout. Ok, c'est déjà mieux que 30-40 minutes. Est-ce que tu vas te rouler en boule et te tirer loin du maras urbain ? Alors, pour info, on enregistre cet épisode juste avant le début de la compète, des JO. Oui, là j'ai décidé, mais ça n'a rien à voir avec les JO, c'est que j'ai la possibilité et la chance de pouvoir prendre de longues vacances, donc je pars un bon moment. Tu vas faire ça, tu vas faire ton Sonic et ciao les cons. Au soleil, ok. J'espère. C'est plutôt vacances ville ou vacances nature, toi ? J'aime bien un peu les deux, le repos, mais en même temps pas loin de l'activité. Un mix ? Un petit mix, ouais. Mais faut qu'il y ait un peu les deux. T'as un endroit de prédilection ? Le sud. Le sud de la France ? L'Espagne, j'aime bien l'Espagne, okay. Mais j'aime bien le Luberon. Ah, ok. Donc c'est moins sud que l'Espagne. Mais... C'est moins sud, mais c'est tout aussi beau. Il n'y a pas la mer, mais c'est calme. Yeah. C'est ça que tu recherches, le calme en vacances ? Au moins pour démarrer des vacances, j'aime bien être au calme. Puis après... Entendre les cigales. Après, tu fais la teuf et tu vas à Ibiza. On peut s'amuser aussi dans le Luberon. C'est pour ça que c'est sympa aussi. Ok. Bon, Pacey dans Dawson, je le prononce bien ? C'est comme ça qu'on dit ? Pacey, ouais, tout à fait. Ouais. Incarné par Joshua Jackson. Ouais. Tu retrouves Barbara, mais en tant que DA, ça faisait quoi de bosser avec elle sur ses débuts ? Eh bien, écoute, c'était assez surprenant, parce qu'elle était très jeune, et que je pense que... elle a été, je voudrais pas dire de bêtises, parce que je connais pas tout, mais la plus jeune DA moi que j'ai connue... Je crois qu'elle m'a dit 24 ans, mais... Ah ouais, alors je me souviens plus de l'âge, mais c'était assez inattendu. Mais elle a bien fait, parce que je crois qu'elle était vraiment faite pour ça. En plus, elle était dans ce métier depuis très longtemps, malgré son jeune âge, puisqu'elle avait commencé enfant, genre à 7-8 ans. Donc elle avait déjà pas loin de 15 ans de métier. Ouais, c'est fou. Et comme elle avait naturellement une maturité assez rare pour son âge, je pense que ça s'est imposé à elle naturellement. Et alors je ne sais pas du tout comment ça s'est fait, mais quelqu'un a dû le repérer très vite, et puis elle a eu l'audace, et l'avenir appartenant aux audacieux, elle a eu l'audace d'accepter, et elle a bien fait. Parce qu'en plus, c'est un super souvenir, Dawson. Raconte. C'est un super souvenir. On a fait, moi j'avais fait des essais, j'ai été choisi, après une période assez difficile, et donc à l'époque, on enregistrait encore beaucoup en équipe. Et on était une super petite équipe de 5-6 comédiens. Il y avait Thierry Vermut, Barbara, évidemment. Hervé. Il y avait Alexandra Garigeau. Alexandra, qui était ma petite copine dans le film, enfin dans la série, pas dans la vie, mais qui est adorable. On faisait un super duo.
Enfin voilà, les noms là ne me reviennent plus, mais enfin on était 5-6 et ça se passait très très bien. La série était super, c'était positif. Bon, c'était un petit peu romantique. Ouais, Bon, du feel good. Feel good, mais très sympa, avec des belles scènes à jouer. Il y avait des belles scènes. Ouais. Moi, je me souviens avec mon personnage, bah oui, parce qu'il était en conflit avec son père. Il était les premières amours, et puis avec son meilleur ami, qui était le héros, Dawson. Ouais. Il y avait énormément d'enjeux, quoi. Voilà, parce que c'était deux personnages quand même très, 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 très différents dans le caractère. Le mien, c'était un peu le rigolo le rigolo tombeur de filles, mais pas très beau, mais très charmant, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Un super personnage, et j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai quasiment tout le temps refait après. Ouais. C'est rare, ça. Je crois peut-être qu'il n'y a qu'une fois ou deux où je l'ai pas fait, mais jusqu'à présent, après, on n'est jamais sûr de rien. Mais en tout cas, jusqu'à présent, je l'ai quasiment tout le temps refait, et il avait fait une très belle carrière, alors pas au cinéma, mais en télé. À la télé, il fait des très belles choses, des séries, des téléfilms, de très très bonne qualité, et lui, il est franchement vachement bien, il évolue vachement bien. Combien de temps ça a duré, Dawson ? Oh, bien 6-7 ans. Hein. Donc ça a servi d'essai géant pour que tu fasses Joshua Jackson pour toute sa carrière. Ah bah écoute, je sais pas, en tout cas, les gens avaient l'air d'être contents de mon travail là-dessus, puis ils m'ont rappelé, mais après, encore une fois, c'est pas pour ça qu'on me rappellera pour les prochains. Ouais, enfin, on espère. Mais en tout cas, quand c'est même. un très très bon souvenir de Sun. Il y avait une très bonne ambiance. C'était très sympa. T'avais commencé quand même une bonne dizaine d'années avant. Non, pas 10 ans, mais 5-6 ans. Ah ok. Ouais, 6 ans, 7 ans. Ouais, 6-7 ans. Ouais. Ouais. J'avais déjà fait pas mal de choses. Ouais, Il y avait commencé à Akira, avoir un petit peu de la il y bouteille. avait Cro-Blanc aussi. Oui. Cro-Blanc qui était un super avec Ethan Hawke. J'avais fait Ethan Hawke. Il y avait eu 2-3 belles choses déjà. Des films qui peut-être sont un petit peu oubliés maintenant, mais enfin qui avaient marqué leur... Tu crois que c'est un petit tournant dans ta carrière, Dawson ? Non, je pense que le nouveau vraiment tournant, ça a été Le Seigneur des Anneaux. Un petit truc. C'est arrivé, quoi. Un petit court-métrage. D'années après, 14 ans après, mais là, ça a vraiment marqué à jamais, enfin, jusqu'à temps que les films soient redoublés ou je ne sais, mais en tout cas, ça a marqué. Bon, alors, puisque tu insistes, allons-y. Concentration. Après le monument de l'animation japonaise, voici un monument du cinéma. Que dis-je, le monument du cinéma. La trilogie qui met tout le monde d'accord. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, adapté par le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson. Tu es choisi pour interpréter Frodon Sakei, le protagoniste principal, aux côtés du Sam de Christophe Lemoine, et sous la direction de Daniel Perret. Alors attention, prépare-toi parce que plus de questions. Et ça commence. Avais-tu lu les livres ? Pas du tout. Tu sors, t'as perdu. J'avais essayé, hein, mais je rentrais pas dans l'univers. J'y arrivais pas. Alors si ça peut te rassurer, moi j'ai essayé il n'y a pas si longtemps. J'avais du mal. Et le début, j'ai fait, mais c'est imbitable en fait. J'avais du mal. Alors il paraît qu'il faut passer de 200 pages. Et ben c'est ce que tout le monde me dit, parce que moi c'est vraiment mon univers, le médiéval fantastique, j'ai grandi avec et tout ça. Et je sais que ça va me plaire, les films j'adore, mais le bouquin, le début, c'est un lexique en fait. C'est ça. Et là c'était trop rébarbatif, et là, voilà, je me dis, non, je peux pas, là, puis souvent je démarrais, je faisais 20 pages. Et puis, je laissais de côté 2-3 jours. Et puis après, je revenais. Et puis, je me dis, mais j'ai tout oublié. Donc là, je vais pas faire ça. Ouais, c'est un beau temps. Ça, je vais mettre 3 ans à le lire. Donc, je me suis dit, non, j'arrête là. Et puis, en même temps, il n'y avait pas vraiment besoin de les lire, puisque on a eu un temps énorme pour enregistrer, même si on n'avait pas d'images, ou très, très peu d'images. Mais Daniel, elle voyait le film. Déborah, qui est sa fille, écrivait le film. Ils avaient lu les livres. Donc, elle savait très, très bien de quoi elle parlait. Okay. Donc, à chaque scène, elle savait mais parfaitement ce qui se passait. Donc, elle nous faisait un brief vraiment top de la scène. Et, en plus, en stéréo, il y avait à chaque fois Déborah plus Daniel. Alors, Déborah n'était pas... Non, elle était peu là. Okay. Non, mais c'était Daniel, mais forcément, elle était en contact avec sa fille qui lui expliquait tout. Ouais. Et donc, on était très, très bien briefés. Donc, on imaginait très bien ce qu'il fallait faire. Avais-tu conscience de l'énormité à laquelle vous vous attaquiez ? Pas au début. J'avoue que non. Non. Même... Toi particulièrement ou tout le monde ? Ah, ça, je peux pas dire parce qu'en fait, on a enregistré quasiment en solo tout le temps. Ah ouais ?
Bah oui, parce que déjà, on n'avait pas beaucoup d'images. C'était quoi la copie de travail? Une copie, il y avait au début un écran noir qui s'ouvrait quand le personnage parlait, à une sorte de cercle, ou alors, je sais plus, soit c'était en cercle, soit ça s'ouvrait comme ça en un grand rectangle comme ça qui s'ouvrait. Okay. On voyait le personnage plein pot, s'il était plein pot, on le voyait, et puis dès qu'il finissait de parler, pouf, ça se refermait. Donc pour anticiper, notre métier c'est quand même de l'anticipation, c'est tout dans le regard, enfin il y a le body language, pour anticiper c'était hyper dur. Pour l'ingé son, je te raconte pas, c'était une galère incroyable. Et quand le personnage n'était pas plein pot, quelquefois ça ne s'ouvrait pas. Oh. Alors après, petit à petit, il y a eu des nouvelles images, donc forcément on refaisait des scènes parce que des fois on n'était pas dedans. Voilà. Et puis après, pour faire les dernières moutures, là on avait une sorte de version bleue ou verte, je sais plus, une image un peu bleue, mais sans les effets spéciaux. Ok. Mais l'image complète quand même. Mais voilà, on voyait quand même à peu près l'image correctement, mais avec plein de trucs dessus, voilà. Ouais. Pour éviter le piratage. Et là, on a finalisé tout, on a peaufiné tout, mais ça a pris un temps fou. Hein, ça. Et les 3 années comme ça, les trois versions comme ça. Mais à la fin de la première année, bon, voilà, on se dit, bon, c'est un énorme truc, voilà, qu'est-ce qu'on a pris notre temps, c'est bien, et puis c'était sympa, il y avait une très bonne ambiance. Moi, je n'ai enregistré c'était soit seul, soit avec Christophe Lemoine. Voilà, c'est tout. T'as pas eu de scène avec Jean-Pierre ? Personne d'autre. Et les autres, la plupart, pareil, ont enregistré seuls. Il y a peut-être eu une demi-journée avec mes 2 autres camarades, Pierre Tessier et Vincent. Ouais. Oui, ça, je crois une demi-journée ou une journée, parce qu'on prenait tellement de temps que, voilà. Mais sinon, c'est peut-être même sur la premier épisode, c'est la seule fois où on a enregistré ensemble, parce qu'après, je me souviens pas avoir enregistré avec eux sur les 2. Alors après, ils sont plus ensemble dans l'histoire aussi, hein, ils sont séparés. Donc, voilà. Tu te rappelles combien de temps ça vous a pris pour faire un film ? Alors, je crois que là, rien que la captation des voix, c'était au moins 1 mois. Ah ouais. Ce qui est énorme. Hein. Ouais. C'est énorme. Hein. Sur même un film de 2 heures. Et là, il n'y avait pas les rajouts, parce qu'on a fait la version longue 6 mois, 8 mois plus tard. Bien sûr. Donc là, rebelote, tu vois. Donc, et on s'est dit, ça peut être bien. Hein. Ça a l'air, on ne voit pas grand-chose, mais ça peut être sympa. Ouais, il y a quand même, c'est assez nourri, quoi. Et puis bon, on m'avait quand même expliqué les livres. Je savais qu'il y avait toute une communauté de fans des livres de Tolkien qui attendaient la sortie du premier épisode. On s'est dit, on espère que ça va leur plaire. Enfin, il y avait une grosse pression là-dessus. Mais après, de là à se dire que ça allait devenir culte, non, je m'en suis pas rendu compte là. Je m'en suis rendu compte en faisant le 2e, en fait. Ah ouais. Parce qu'il y avait eu la sortie du premier. D'accord. Et il y avait eu un tel barouf, enfin ça a été tellement énorme. T'avais été invité aux avant-premières ou quelque chose ? Alors il y avait eu une avant-première, je crois que pour le 2e, il me semble. Ah, pas le premier, ok. Ah, le premier, non, le 2e ou le 3e, je sais plus. Ou le 2e, je sais plus. Et puis c'était un endroit formidable. C'était sous le Trocadéro, il y a un énorme salon de réception face à la Tour Eiffel. Oh, on est pas mal. De l'autre côté de la Seine. Ouais. Et il y avait un monde fou, et ils avaient eu la gentillesse de nous inviter. Il y avait pas mal d'acteurs américains, dont Elijah Wood. Ah. Et c'est la seule fois où j'ai vu un acteur américain que je double. On me l'a présenté très gentiment. Je crois que c'est même Daniel Perret qui, par l'intermédiaire de quelqu'un du staff américain, qui me l'a présenté. Et on a parlé 2 minutes, 2-3 minutes très gentiment. Et puis après, je l'ai laissé à ses occupations avec ses copains. Occupations. D'accord. Cool. Bon, au moins, très sympathique. Au moins, tu l'as rencontré. C'était chouette. Oui, il a l'air très simple, donc oui, il est était accessible. Très sympa. C'est en tout cas, c'est l'image qu'il donne. Très sympa. Est-ce que le client était omniprésent ou ultra regardant en studio pour s'assurer que vous ne faisiez pas n'importe quoi ? Ah non, j'ai l'impression... Non, c'était Daniel qui était en charge, chef, vraiment en charge. Peut-être qu'ils sont passés quelques fois. Puis moi, j'ai fait que quelques jours d'enregistrement sur 1 mois, tu vois. Ouais. Enfin, j'en ai fait pas mal, mais même 5-6 jours, ou 4 jours, 5-6 jours, je sais plus. Mais je n'ai pas ce souvenir. Non, je pense que le client faisait totalement confiance à Daniel. Ils sont peut-être passés de temps en temps, mais c'était pas du tout du harcèlement ou une inquiétude. Non, du tout. Il y avait une très bonne ambiance parce qu'on avait le temps et on savait qu'on avait le temps. Et ça relaxe tout le monde. Il y avait quand même une échéance évidemment à respecter, mais on savait que ça rentrait. On rentrait dans l'enregistrement rentrait largement dans le temps qui était imparti, donc on était quand même
il n'y avait pas une surpression qui nous aurait... d'ailleurs, ça n'aurait pas été très bon, d'ailleurs. Non, mais tu fais bien d'insister sur le facteur temps et le fait que aujourd'hui, ce serait un luxe énormissime où il faudrait le demander, il faudrait le supplier pour l'avoir. Alors, pour des gros films, il y a quand même du temps. Mais peut-être pas à ce point-là. Après, je dis un mois, c'était peut-être 3 semaines. Hein, moi, tu sais, ça remonte à il y a longtemps. Et puis, moi, je ne suis pas dans les petits papiers. Je ne suis pas dans l'organisation des maisons de production, tu vois. Mais il me semble que ça avait pris au moins 3 semaines. Juste pour capter les voix, enregistrer les voix. Ça les vaut, il y avait intérêt quand même à s'appliquer. As-tu revu les films depuis ? Oh, quelques fois. Pas énormément, mais quelques fois. Et alors, verdict ? Tu trouves ça horripilant ou tu arrives à t'écouter et te dire... Oui, après, c'est pas m'écouter qui est pour moi le plus important. Moi, quand je vois... je parle pas d'importance, mais comment tu te trouves intégré au je pense que... Sincèrement, objectivement, c'est un bon doublage. Cool. L'ensemble est un bon doublage et il a été reconnu comme tel, il me semble. Les gens sont souvent durs, hein, et il faut accepter la critique, il n'y a pas de problème. Mais là, sur Le Seigneur des Anneaux, il y a eu quasiment que des bons retours. Que des bons retours, vraiment. T'as un moment préféré dans le film, dans la trilogie ? Je dirais, c'est pas un moment préféré, c'est les moments partagés avec Sam. Ouais, ok. J'ai beaucoup apprécié ces moments-là, parce que c'est une vraie amitié pure, sincère. C'est simple, même alors que la situation est souvent désespérée, compliquée. Et ce héros, parce que c'est le héros, mine de rien, le Frodon, là, c'est lui quand même qui porte l'anneau. Mais sans Sam, il est rien. Et c'est cette fraternité simple et pure qui est belle, qui, moi, m'a touché. Cool. As-tu un souvenir ou une anecdote particulière à nous lâcher ? Sur Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Je dirais peut-être justement le moment le plus difficile pour moi qui a été la scène de fin où il monte le volcan là. Le volcan ou jusqu'à lâcher son anneau. J'ai eu un mal fou à la faire à tel point que c'est une anecdote que j'ai dit de temps en temps. Et j'y arrivais pas, je trouvais pas l'émotion, j'y arrivais pas. Et donc, il y a Daniel, elle me dit, bon, écoute, tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Tu rentres chez toi, on se revoit demain matin et on avise. On voit ça. Ok. Et bon, désolé, Daniel, mais bon, là, je n'y arrive pas. Alors qu'on avait travaillé déjà toute l'après-midi ou toute la journée, hein, et que tout s'était très bien passé. Cette scène-là, est-ce que c'était pas justement la fatigue ? Un blocage. Est-ce que c'était pas la fatigue justement de la journée ? Peut-être la fatigue, et puis je sais pas, fallait aller chercher des choses un peu, je sais pas, que j'avais peut-être pas envie d'aller chercher à ce moment-là, j'étais peut-être effectivement fatigué, je sais pas. Et le lendemain, je reviens à 9h30, et là... ça sort tout seul ? Ça sort tout seul, 2-3 prises, 4 prises, enfin, basique, enfin, normal, quoi, et... voilà. Comme quoi, quand ça veut pas, ça veut pas. Ça avait mûri dans la nuit, et puis voilà. Génial. Bon, pour la petite histoire, en 2000, je suis allé voir ma famille en Nouvelle-Zélande et je leur ai dit je veux trop faire du cinéma. Le mari de ma cousine m'a alors rétorqué ah, au fait, mon frère, c'est le voisin de palier de Peter Jackson. J'ai attendu de voir s'il se moquait de ma margoulette, mais non. Son frère se faisait bien des barbecues le dimanche avec Peter Jackson et Fran Walsh, sa femme donc. Bon, mais à cette époque, ils avaient un peu autre chose à foutre que de m'inviter à manger des brochettes. Néanmoins, ça m'avait motivé à contacter la prod et à force de persévérance, j'ai fini par rencontrer le dire de prod, Zen Weiner, qui m'a fait faire un tour du proprio. Et un jour où Peter tournait le premier plan de Saruman pour les 2 tours, pour les connaisseurs, j'ai donc pu voir en vrai, de mes yeux, à moi, Peter et sa team qui causaient avec Christopher Lee. Je me rappelle de ce moment comme si c'était hier. 3 mois plus tard, j'ai visité la basilique Saint-Pierre de Rome pour la première fois. Et l'impression que j'ai eue à ces 2 moments était similaire. Tu vois, quand tu vis un truc plus grand, plus haut, plus fort que toi, plus fort que tout, et que tu te sens tout petit et tu te dis ne dis rien, bois, savoure, écoute, imprègne-toi de ce moment fondateur. Voilà. As-tu un souvenir marquant comme ça, un moment charnière dans ta vie ?
Ah bah oui, alors après tu évoques ce moment où on fait des métiers de foi. Hein, on dit souvent devenir comédien ou c'est un peu comme rentrer dans les ordres. Alors, je n'ai pas vraiment abordé ce métier de cette façon-là en ce qui me concerne. Mais des grands moments qui marquent ta vie, c'est souvent des moments de foi. Des moments qui te dépassent, donc forcément qui ont trait à l'indicible, à... T'as eu des moments de grâce comme ça dans ta carrière? Oui, ça m'est arrivé. Pas dans ma carrière, mais dans ma vie, oui. Dans ta vie? Oui. Mais ça, je le garde pour moi. Ok, j'insiste pas. Il y a moi, je crois aux forces telluriques, et je pense qu'il y a de nombreux points sur Terre qui véhiculent, qui sont chargés de ces forces. Et quand on passe dessus ou dedans ou qu'on les traverse, on peut être touché soit par la grâce, soit par des moments d'interrogation profonde sur le sens de la vie, quoi. Et sur qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là. Enfin, tout le monde se pose ces questions-là, c'est basique. Mais il y a des moments où ça devient réel, quoi. Ça te charge d'émotions et tu peux avoir des très, très, très grosses émotions. Cette œuvre, elle m'a pas lâché pendant 10 ans après. J'ai fait une école de cinéma et mon mémoire de fin d'études sur Le Seigneur des Anneaux avec une interview du chef opérateur de la trilogie, Andrew Lesnie. Autant te dire que mes profs ont bien kiffé leur race, j'ai eu 18 sur 20. Et puis, l'un de mes premiers projets de direction, c'était le jeu vidéo Dragon Age Origins, où tu incarnais un perso du nom de Davette. Ouais. Tu faisais des petits jeux de mots, Davette la lavette. Tu te rappelles pas de celle-là? Donc c'était un jeu médiéval fantastique et comme j'avais fait ce jeu, j'ai pu postuler à la Marque Rose où j'ai fait une journée d'essai sur Le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. À la suite de quoi, ils m'ont confié la direction du jeu Skyrim, un jeu médiéval fantastique. Voilà, vous savez tout. Ton genre préféré dans les livres, films, séries? Mon genre préféré? Ouais. J'aime bien le thriller. Ah ouais. Suspense, Ouais, j'aime bien. Ouais. J'aime bien ça. Mettre des traces d'ongles dans tes meubles, c'est ton truc à toi? J'aime bien le thriller. Ouais. Donc plutôt toute forme. Ça peut être un thriller un peu hard, mais du thriller aussi très basique à la Agatha Christie, quoi. Plutôt livre, plutôt film? Série? Plutôt livre, plutôt film. Ouais. Plutôt film. Ouais. Série, plus trop, parce que je trouve que c'est très énergivore. J'en fais quand même pas mal des séries, donc déjà je me dis si en plus à la maison faut. Puis alors maintenant on peut les consommer, si je puis dire. C'est pas un beau mot, mais c'est malheureusement c'est un peu comme ça maintenant. C'est un peu comme ça. Ouais. Je vois tellement de gens qui vont passer leur week-end ou une soirée à regarder 5-6 épisodes d'un coup. Moi, j'arrive pas à faire ça. Il y a un moment, je peux pas. Et puis je me dis, j'ai besoin de faire autre chose quand même. Et puis quand tu rentres d'une journée d'enregistrement, les écrans. Les écrans. Alors, je peux regarder la télé, mais ce sera pas forcément pour me remettre à essayer de m'attacher à quelque chose où il va falloir suivre une intrigue, et puis après l'épisode qui suit, puis encore un autre. Et puis si je coupe, me souvenir de ça 8 jours plus tard. Non, là, les séries, c'est vrai que j'ai un petit peu levé le pied là-dessus. Mais les films, les unitaires, j'aime bien, oui. Je suis très documentaire aussi, ça, j'aime bien les documentaires. Ouais, j'aime bien aussi, c'est zen. Il y a des beaux docus avec une belle narration, avec des voix qu'on aime bien, c'est quand même très chouette. Non, ça j'aime bien. T'as un genre particulier préféré? Non, là tout. Alors j'aime bien l'histoire, donc tout ce qui est historique, géopolitique, ça j'aime bien. Ouais. Mais j'aime bien aussi les animaliers, ça détend. Mais grave. J'adore ça. Complètement d'accord. C'est con, mais j'adore ça. Mais oui, c'est trop bien de voir des lions dans la savane. Écoute, quel est ton passe-temps favori? Je suis très contemplatif. Ouais. Très contemplatif. Donc moi, j'aime me poser en bonne compagnie et puis taper la discute avec un bon verre. Ah oui, j'allais dire avec un petit rosé, quelque chose. Oui, tant qu'à faire. Pas de mal à se faire de bien. Avec modération, bien entendu. Évidemment. Mais voilà, ça c'est ça mon grand plaisir, c'est ça. J'ai fait du sport, mais là, j'ai un peu lâché prise sur le sport. Je marche beaucoup. C'est du sport. Oui, c'est une forme de sport. Et puis, ça
Ça vide la tête. Ça lave le cerveau, mais dans le bon sens. Ça stimule. Ouais. Donc je marche beaucoup. Je suis d'accord. Bon, et si on allait chez Marvel, alors pas la mauvaise blague que c'est devenu, mais le bon, celui qui a commencé par Iron Man et qui s'est poursuivi avec Captain America. Alors on précise que sur le tout premier film, ce n'était pas encore toi, c'était Maël Davansoulas. Comment et pourquoi as-tu repris le rôle ? Eh bien parce que Maël est parti s'installer au Canada. Il était question, d'après ce que j'ai compris de ce qu'on m'a dit, qu'il devait revenir pour faire le 2e épisode et puis le 3e, ou qu'il devait peut-être s'arranger pour le faire là-bas. Et puis finalement... Montréal, ça lui a plu. Ça lui a plu, il pouvait plus revenir, et puis on pouvait plus l'enregistrer là-bas. Bon. Et donc, ils ont décidé donc de le remplacer. Et donc, on m'a appelé en disant, voilà, on fait passer des essais pour l'épisode numéro 2. J'ai évidemment contacté Maël par texto, Facebook, et qui m'a dit, mais il n'y a aucun problème, mon Alex, parce qu'on se connaît bien, on s'aime beaucoup. Enfin, moi, j'aime beaucoup, beaucoup Maël. On avait d'ailleurs fait... il avait fait un petit pique-nique vers le Luxembourg quelques jours avant son départ, et je faisais partie de l'équipe, et ça a été super sympa. Et il m'a dit, mais il n'y a aucun problème, tout est clean, tout est clair. Et donc, j'ai passé les essais et ils m'ont choisi. Voilà. Cool. Et Raoul. depuis, écoute, je suis content parce que j'aime bien ce comédien. Et alors, je ne l'ai pas fait tout le temps, mais je le fais assez régulièrement quand même. Ouais. On t'entendait la plupart du temps, jusque-là, sur des jeunes hommes assez éloignés de l'image qu'on se fait du mal alpha ou du super-héros. Et d'un coup, tu deviens le chef des Avengers. Est-ce un challenge où il suffit juste de bomber le torse avant le rouge et en voiture Simone ? Non, ça a été un challenge pour moi. Ah ouais. Ça a été un challenge parce que Chris Evans, il est beaucoup plus costaud que moi. Un petit peu. Il a une voix beaucoup plus lourde que moi. Plus lourde que moi. Et c'était il y a plus de 10 ans déjà. Et donc, je me suis dit, oh là là, il faut pas que j'aille sur le côté vocal. Alors, quelquefois, tu es tenté, voilà. Mais le DA, justement, me remettait bien sur les rails. Et en fait, ça a fonctionné parce que j'ai trouvé son énergie. Ouais. Ce qu'il dégageait, ce qu'il motivait, son autorité naturelle. Et je suis allé vers ça, qui n'était pas effectivement mon trait de caractère principal. Et donc, j'ai dû aller faire ça, et je l'ai trouvé, il me semble. Et ce qui fait que ça colle. Ça colle, alors qu'on n'est pas match voice. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis, que tu n'as pas été chercher quelque chose de forcément viril, mais quelque chose de plus dans... tu parles d'énergie, Non, c'est plus une autorité, parce c'est un homme assez droit, voilà, que le côté viril. Parce qu'en plus, il y a quand même... Bon, il est assez statique dans son jeu, dans ce personnage-là, mais il y a quand même quelques traits d'humour sympas. Il se laisse aller 2-3 fois, c'est assez sympa. Et là, il faut se laisser aller, et justement, c'est ce qui est très intéressant d'ailleurs chez les comédiens américains, où souvent on peut être surpris de ces petites choses humoristiques mais c'est très intelligent, je trouve, de faire ça. Dirais-tu que c'est facile ou difficile de travailler sur un Marvel ? J'entends facile parce que ce n'est guère qu'un film d'action, et difficile parce que Disney est donc client parfois compliqué à comprendre. Non, c'est pas difficile. C'est juste que là aussi, on n'a pas beaucoup d'images. On voit aucun effet spéciaux. Okay. Voilà. Donc contrainte supplémentaire. Donc là, c'est cette contrainte-là qui est un peu... Voilà, pour se projeter. Mais là, encore une fois, le directeur artistique est très bien briefé. Donc, il nous explique tout avant de... Et là, on écoute les scènes, on les voit quand il y a un peu d'image. Quelquefois, il y a quand même un peu d'image, faut pas exagérer. Donc, on s'en sort. Les scènes sont... il peut y avoir des très jolies scènes, mais c'est des scènes assez classiques de films d'action. Donc, en revanche, il y a quand même une grosse exigence, non seulement du client, mais je pense aussi du public. Donc, il faut être très vigilant là-dessus pour être au cordeau, quoi. Quel était ton héros ou ton super-héros préféré quand tu étais petit ? J'aimais bien Goldorak.
Ah bah oui. On l'a déjà cité. Ouais. Goldorak. T'as le droit de le dire 2 fois parce qu'il est vraiment très très bien. Ouais, j'aimais bien Goldorak. Mais j'aimais bien Tarzan aussi. Ah ouais. Ouais, les Tarzan, que ce soit les films avec Johnny Weissmuller, Ouais. ont vraiment aussi baigné mon enfance. Et puis, il y a eu pas mal de dessins animés. Et j'aimais bien. Je pense que c'était le côté nature, tout ça. Ouais, je vois complètement. Aventure. Ouais. Et puis son rapport avec les animaux, tout ça. Je trouvais ça super sympa, cet homme qui devient le roi de la jungle. Alors, tu as aussi fait Aaron Paul, qui fait Jesse Pinkman dans objectivement l'une des meilleures séries Breaking Bad. Qui est Jesse et comment était l'expérience? Voilà un autre magnifique souvenir. Et je le cite régulièrement parce que c'était vraiment un très très beau souvenir. Effectivement, c'est une série, alors je les vois plus toutes puisque je t'ai dit, j'en regarde pas beaucoup. Ouais. Mais enfin, celle que je fais, c'est vraiment une série ovni extraordinaire. Je disais souvent, c'est la série du silence, mais c'est pas le vide. C'est un silence habité. Il y a de la vie dans ce silence. Pourtant, il y a une très belle BO aussi, une très belle bande originale. Les scénaristes sont extraordinaires, les comédiens sont formidables, la mise en scène, la réalisation est extraordinaire. Il y a un montage fou. Et nos deux comédiens, avec Jean-Louis Faure, ils se sont trouvés, quoi, ces deux comédiens, et nous, on s'est trouvés. Et ce qui est fou, c'est que j'ai pas passé d'essai. Jean-Louis non plus, parce qu'il doublait déjà son comédien depuis longtemps dans Malcolm. Et moi, je ne le connaissais pas, ce comédien, et puis il n'était pas très connu, Aaron Paul, à l'époque. Et j'arrive, et puis c'était une série pour Arte au départ. Donc là, tu te dis, tiens, c'est curieux, une série comme ça pour Arte, mais en fait, j'ai compris après, finalement, elle avait toute sa place sur cette chaîne. Mais quand j'ai vu c'est Guillaume Orsat qui dirigeait, il me convoque, il me dit, il y a une nouvelle série, tu vas t'éclater, c'est sympa, machin. Mais il me dit rien. Je dis, très bien, j'arrive, et puis là, je vois la première scène, il me dit, voilà, c'est le comédien, il m'explique un petit peu le pitch du démarrage. Je dis, bon, d'accord, très bien. Je dis, c'est pas trop mon univers. Bon, je vois le personnage, je vois l'acteur, je dis, oula, un gars quand même un peu frappé, un peu atteint. Et là, je vois la première scène, intérieurement, je me dis, c'est pas pour moi du tout. Ah ouais? Ah ok, qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Parce que c'est tellement loin de moi, tellement loin de moi, de ce que je suis, que je dis, mais... Et au contraire, tu t'es pas dit, chouette, je vais pouvoir faire quelque chose de différent pour une fois? Non, mais sur le coup, ça allait tellement vite, tu te dis, je m'attendais pas à ça, en fait. Pas du tout à ce style de personnage, pas du tout. Et puis je dis rien, tu vois. Je dis, s'il croit que je peux le faire... Mais en fait, on avait fait une série juste avant, avec Barbara Tissier, justement, qui nous dirigeait, mais qui était un personnage un peu similaire, un peu moins stone quand même, mais un peu similaire, mais dans les très beaux quartiers, new-yorkais, richissimes et millionnaires, tout ça, un personnage. Et il faisait mon père ou mon beau-père, je sais plus, et c'est comme ça qu'il a dit, Alex peut le faire. Mais moi, j'étais resté... Voilà, bon. Et il me dit, t'inquiète, parce que je dis, t'inquiète, on y va. Et en fait, dès la première prise, je me suis rentré dedans, si je puis dire. Tu t'es surpris toi-même? Je me suis surpris moi-même. Je me suis dit, bon, évidemment, je n'ai pas fait un one take, mais je me suis dit, non, en fait, il est pour moi, ce gars. C'est fou. Il est pour moi. Et ça peut être effectivement super intéressant, comme en tant que comédien, d'aller explorer un univers, enfin, en moi, quelque chose qui est pas moi, quoi, dans l'absolu. Et ça a été 6 ou 7 ans de bonheur. Bah ouais, tu m'étonnes, derrière, ça doit avec débloquer un truc. Des scènes de jeu extraordinaires. Ah ouais. Quelle série? Très rare, très très rare. C'est comment de bosser avec Guillaume Orsat? Oh, c'est top, parce qu'il est très précis, très, très à l'écoute, très en accompagnement. Très sincèrement, je dis ça vraiment avec grande sincérité. Et voilà,
mais tout s'est fait naturellement sur cette série. Alors, je les connaissais tous les deux d'ailleurs. Guillaume et Jean-Louis. Guillaume, on avait enregistré en tant que comédien ensemble peu de temps avant. Mais on avait déjà fait pas mal de choses. Et Jean-Louis aussi. Jean-Louis, je le connaissais depuis longtemps. Mais ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré ensemble. Et on s'est entendu tout de suite très bien. Comme la roue en foire. Ouais. Ouais, génial. Mais c'est une série, c'est un magnifique souvenir. Magnifique. J'aurais malheureusement pas la joie de recevoir Jean-Louis fort, mais voilà, quelle série. Ça a laissé des beaux moments. À tous ceux qui l'ont vu, ça a marqué vraiment. Oui, ça a marqué. Et sans vouloir nous flatter, mais beaucoup de gens l'ont vu en VF, ce qui est relativement rare pour ce genre de série un petit peu particulière, un petit peu pas forcément très grand public, on va dire. Souvent, ces séries-là sont souvent vues en VO. Et là, en l'occurrence, je sais que t'as eu des super retours. Beaucoup de gens l'ont vu en VF. Ok. T'as fait un bon nombre de fois Ryan Gosling aussi, acteur bankable du moment. Comment tu trouves son jeu? Comment tu te sens dessus? C'est un superbe acteur. Il a quelque chose d'un peu distancié quand même, qui peut être même pris pour quelque chose d'un peu froid, je trouve. Il peut être un petit peu... mais il est très fort aussi parce que je l'ai doublé dans certains films où il prend beaucoup de distance sur lui et où justement il arrive à casser ce côté un peu beau gosse, un peu froid, distant, un peu inaccessible, intouchable, notamment dans Barbie, où là, c'est génial. Là, encore une fois, c'est là où ils sont forts, ces acteurs américains, où ils cassent des codes et ils n'hésitent pas, quoi. Ils n'ont pas peur de même presque d'être ridicules. Et au contraire, ça les sublime, quoi. C'est sublimise, je sais pas comment on dit. J'ai pas vu le film, mais j'ai entendu dire qu'il portait le film, en fait. Ah, mais il est formidable. Il est tellement... il va à fond. Et c'est très intelligent de faire ça. Je pense que c'est un homme très intelligent. C'est un très bon comédien. Dans The Good Guys aussi, il est extra dans The Good Guys. Il est drôle. Avec Russell Crowe. Il est très drôle. Et justement, il y a ce côté un peu fragile qui transparaît de lui, alors qu'on peut imaginer que ça peut être quelqu'un de très... très dur, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressentais au départ. Dur, je sais pas, en tout cas un peu distant, froid, quoi. Un peu distant, un peu froid, comme ça. Et là, il casse tous ces codes-là et ça l'humanise énormément. Et surtout, c'est là où tu vois qu'il a une palette de jeux formidable, quoi. Enfin, énorme. Ouais, tu dirais pas, sur certains films, tu te dis, mais c'est une planche de bois, Un peu. Ouais. Mais alors, lui, je l'ai pas doublé tout le temps. Donc, il y a plein de films, un certain nombre de films où je l'ai pas fait. Effectivement, il y a des moments où tu te dis, on aimerait qu'il passe à seconde, quoi. Mais après, c'est très bien. Mais justement, il se réserve ça peut-être pour d'autres films. Et en l'occurrence, les Good Guys, et puis et Barbie, c'est à mourir de rire, quoi. Ça fait un petit moment que tu pratiques le doublage maintenant. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier et qu'est-ce qui te plaît le moins dans ce métier? Ce qui me plaît le plus, et c'est pour ça que j'ai choisi le métier de comédien en règle générale, c'est de participer à des équipes différentes de façon assez régulière, enfin quand on a la chance de travailler évidemment, mais de pas s'enfermer dans une routine, parce qu'en fait chaque projet, chaque journée est une remise en question. Et ça, c'est le propre de nos métiers. C'est pas le propre au doublage, c'est propre à nos métiers. Les musiciens, c'est pareil. Enfin, tous les métiers artistiques, un peintre, un écrivain. Chaque aventure est une nouvelle aventure. Et si le passé a pu te nourrir et nourrit ton jeu d'aujourd'hui, moi, je fais comme si ça n'existait pas. Et tu réécris une page blanche. Et donc, il faut redonner le meilleur de toi-même. Et c'est fatigant. Hein. Se remettre en question constamment. C'est fatigant. Ouais. C'est fatigant parce que moi, c'est cette exigence-là que je me donne, que je me mets. Ouais. C'est pour ça que tu as besoin de vacances dans le Luberon après, parce que ça fatigue. pour souffler un peu. Non, mais j'ai toujours été dans cette démarche-là, toujours. Ouais. Et le moins, le moins, c'est toujours des déceptions humaines. Oui.
Ouais. Mais c'est normal. Parce qu'on s'attache, parce qu'on fait des métiers avec qui lient beaucoup l'émotion avec le professionnel et du coup quand à l'image, Évidemment. du coup derrière on attend à plus de chaleur de la part des collègues et du coup oui, ou on découvre certaines personnalités, mais ça se trouve, d'autres personnes peuvent le dire à mon égard en disant « Ah, je pensais qu'Alexandre, il était comme ceci ou comme cela », ils sont déçus. Et voilà, parce qu'on n'est pas parfait. Et qu'on peut aussi avoir des moments de faiblesse, de colère, de je ne sais quoi. De fatigue, de lâcheté, de je ne sais quoi. Enfin bon, c'est humain. Et puis ça tombe mal, et voilà. Mais après, il faut savoir avoir du discernement. Justement, dire voilà, il me déçoit ou elle me déçoit, mais bon, c'était pas son jour, donc c'est pas grave. Est-ce que tu penses qu'il y a une attente plus particulière dans les métiers artistiques au niveau humain? Je pense, parce que on est des métiers à fleur de peau. Je pense qu'on fait ces métiers pas par hasard. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'aimer, on a besoin de montrer qu'on est le plus beau, le meilleur, la plus belle, la meilleure. Et puis des fois, on déçoit parce qu'on n'est pas Superman. Et puis des fois, les autres nous déçoivent parce qu'ils sont pas Superman non plus. Alors il y en a certains, on sait que il y aura pas de retour possible. Et puis d'autres, non, il faut laisser des chances parce que soi-même, on peut mettre un genou à terre un jour. Bien sûr. On n'est pas top tout le temps. Quel est l'exercice de comédien qui te convient le plus? J'adore le doublage. J'adore le doublage et le théâtre. Mais le théâtre, ça fait un moment que j'en fais plus. Je peux pas dire que ça me manque forcément, mais des fois je me dis si on me proposait vraiment ce qui me correspond vraiment. J'ai pas plus envie de faire du théâtre juste pour faire du théâtre. Et puis montrer que, vous voyez, si c'est pour faire quelque chose qui n'est pas tout à fait pour moi dans un projet où ça rame, bon. Alors c'est quoi qui est pour toi? C'est quoi un rôle qui est pour toi? Je sais pas justement, mais ça c'est tu le lis, la personne qui te le propose t'explique ce qu'il veut faire, et là tu dis oui, là je pense que je vais pouvoir m'épanouir et puis donner le meilleur de moi-même et en prenant du plaisir. Parce que ce qui me motive maintenant, en plus avec le temps, c'est de prendre du plaisir. Je veux prendre du plaisir. Voilà. On n'est pas là pour se faire chier, quoi, je veux dire. Ouais, après, c'est pas toujours, on peut pas toujours être sûr que tout va bien se passer, mais enfin, c'est pour ça que quand j'arrive sur un plateau, faut du sourire, quoi. Enfin, tu vois, et si tu as des problèmes dans ta vie, t'amènes pas tes problèmes de ta vie à tes camarades, tu vois. Je vois très bien. Quand on est comédien, on accepte d'être tributaire de décisionnaires qui nous jugent pas forcément pour ce que nous sommes, mais davantage pour ce qu'ils voient chez nous. Tout en sachant que cet état de fait tient du subjectif. Comment penses-tu que les autres te perçoivent? Comment toi te perçois-tu? Alors ça, c'est difficile, parce que je sais pas comment les autres me perçoivent. Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ont une bonne perception de moi et puis d'autres une moins bonne. Pourquoi dans un cas comme dans l'autre, j'en sais rien. Pourquoi, sachant que, par exemple, sur Frodon, tu collais bien quelqu'un de très sage, et puis Guillaume qui pense à toi sur Jesse Pinkman, quelqu'un de foufou? Parce que avec Guillaume, c'est parce que j'avais fait un personnage. Mais ce personnage, c'était avec Barbara Tissier, mais en même temps, c'était un comédien que j'avais déjà fait. Donc, mais elle aurait pu très bien se dire, non, ça c'est pas pour Alex, et puis me passer un coup de fil, là j'ai un personnage, il n'est pas pour toi, ne m'en veux pas, je l'aurais pas voulu du tout. Je comprends très bien. Mais bon, donc des fois il y a des concours de circonstances comme ça, et puis après on évolue aussi. Moi je pense que on ne change pas. Je pense pas qu'on change fondamentalement. L'homme ne change pas, je crois pas. En revanche, on peut évoluer, en bien, en mal. Alors c'est quoi la différence entre évoluer et changer? Je pense que ton intériorité profonde, ton âme, elle est la même au moment de ta naissance jusqu'à ta mort. Ça, je crois pas je crois pas. En revanche, et parce qu'il faut quand même être positif, je pense que quelqu'un qui veut s'améliorer le peut, mais il faut le vouloir. Tout le monde n'a pas envie. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué d'essayer d'aller vers le bien. C'est plus facile d'aller vers le mal que d'aller vers le bien.
Donc, tout le monde n'a pas forcément cette démarche. Et puis, c'est pas toujours facile. Des fois, là encore une fois, on peut mettre un genou à terre et se dire, ah là, je n'ai pas assuré. Et ben dans ce cas-là, je me dis toujours, on a toujours le droit de se planter, mais une fois, sur la même chose, si tu veux. Il faut essayer au moins de ne pas refaire la même connerie 2 fois. Mais il faut toujours donner sa chance au moins une fois, parce qu'on peut tous se planter une fois. Parce qu'on n'est pas parfait, on n'est pas Dieu. Et on a le droit de se planter. Non, mais t'es Captain America, merde. Je parlais de la différence entre la perception qu'ont les autres de toi et ta propre perception de ce que toi, tu vois de toi, tu perçois de toi. Est-ce que être comédien, c'est pas tout bonnement l'acceptation de ce décalage ? Ah oui. Il faut, quand on fait nos métiers, il faut accepter déjà la critique. Quand elle est objective, je ne veux pas dire bienveillante, mais enfin, quand elle est faite pour que tu t'améliores. Parce qu'il y a des critiques gratuites qui peuvent être bêtes et méchantes, et ça, il ne faut jamais en tenir compte. Jamais. Moi, en tout cas, j'en tiens jamais compte. Tu fais la distinction facilement ? Maintenant, oui. Et depuis un moment. Au début, maintenant, tu as envie que tout le monde t'aime, tout le monde te dise que t'es bien et tout. Mais il y a objectivement, il faut être honnête, quand des fois on te fait une remarque et que tu vois que cette remarque est juste, même si elle te fait pas plaisir, là, tu es obligé de te remettre en question. Il faut. Sinon, tu régresses. Il faut quand même avoir le recul et une forme d'intelligence aussi. L'âge aussi donne ça. Ouais, la sagesse. C'est pas que de l'intelligence, c'est aussi une volonté. C'est une volonté de se dire je vais essayer de m'améliorer. C'est pas gagné, c'est pas facile. Je vais peut-être faire quelques marches arrière de temps en temps, mais j'essaye. Le plus important, c'est d'essayer. Oui, il faut essayer. Faut montrer de la bonne volonté. Et puis, quand tu essayes, quand même, tu arrives à faire quelques pas en avant quand même. T'avances un peu quand même. Surtout quand tu essayes, les gens en général voient que tu essayes. Oui. Et donc, ils sont de meilleure volonté mais bien sûr. À t'aider. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que ça peut même être un exemple. Tu vois, quand tu es face à quelqu'un d'un peu en colère ou d'un peu qui voit que toi, tu peux rester zen ou que tu essayes de trouver une autre façon d'avancer en contournant plutôt qu'en se prenant le mur, ça peut donner des pistes. Tu vois, des gens qui ne demandent d'ailleurs que ça finalement. Mais qui, des fois, sont tellement pris... Qui n'ont pas les clés, qui n'ont pas forcément à ce moment-là. Ça peut aider. T'es sympa comme mec, Alex. Zen, tranquille mimile. Est-ce qu'il y a un truc qui te fait sortir de tes gonds ? Par exemple, moi, c'est les gens qui prennent les lieux publics pour leur salle de bain. Genre un mec qui se coupe les ongles dans le RER. J'ai pas vu. J'ai vu peut-être des nanas se limer les ongles, mais se couper les ongles, non. Ah ouais, moi j'ai vu. On voit tout, hein. On voit même des choses qu'il ne faut pas voir. Terribles. Non, moi, ce que je n'aime pas, c'est l'injustice. Ok. Voilà, et ça peut vraiment ça peut même me mettre en insécurité. T'as des exemples précis ? Je peux pas rentrer dans le détail, mais il a pu m'arriver de toi, être victime d'injustice ? Non, de monter dans une colère assez forte pour lutter contre une injustice que je voyais, mais ça a pu me mettre en danger. Qu'est-ce que tu appelles une injustice précisément ? Quelqu'un qui se fait maltraiter. Quelqu'un de faible qui se fait maltraiter. Voilà, et ça, c'était pas le jour, quoi. Et là, je me suis mis en danger pour essayer de réveiller la personne qui mettait cette personne dans l'injustice, quoi, et de lui dire ça suffit. Ça va bien. Ça va bien. T'as fait la pub pour Domino's Pizza en 2022. C'est quoi ta pizza préférée ? Domino's. Ça. Il m'appelle plus depuis 1 an ou 2, alors. Ok, écoute. Écoute, j'ai fait pendant 2-3 ans, on va pas se plaindre. T'as dû te payer quelques pizzas, quand même, avec le Toc Days. Avec tes cachets de Domino's. C'était des aventures sympathiques et c'était très gentil en plus. Très sympa. Alors, ta pizza préférée ? Moi, la pepperoni. Pepperoni, ouais. Ok, bon, voilà, on sait quoi t'offrir pour t'inviter. Ouais. Bon, en conclusion, s'il y avait un rôle que t'as interprété et un moment dans ta vie qui devait rester, que voudrais-tu que ce soit ? Un rôle, alors c'est un film qui a marqué à son temps, mais que les gens ont oublié.
Je sais pas s'il faut que ce soit ce qui reste, mais en tout cas, c'est vraiment un rôle qui m'a marqué parce que c'était à mes tout débuts. C'était dans Adieu ma concubine, un film qui a été, tu vois, tu la Ça, connais pas. non. Il a pourtant été primé à Cannes en 91 ou 92, D'accord. et je faisais la concubine, D'accord. mais qui était jouée par un homme. Ok. Et c'était extraordinaire. Déjà, le film était extraordinaire. Un film chinois, hongkongais ou chinois, je sais plus. Et je prenais le personnage. C'était sur l'histoire de l'opéra de Pékin. Et l'histoire durait sur une 60aine d'années. Et on prenait les personnages dès leur enfance jusqu'à leur mort, âgés, quoi. Et moi, je prenais le personnage à la post-adolescence, quoi, et jusqu'à la fin. C'est un personnage, et il vieillit, mais âgé, quoi, alors 70 ans, mais il y a une scène. Et il traverse donc toute l'histoire de la Chine, c'est ça aussi qui est intéressant, de 1900 jusqu'à la révolution culturelle de Mao en 68. Et donc, c'est historiquement très intéressant. Et puis, c'est une histoire d'amitié et d'amour entre deux hommes et une femme qui apprennent l'opéra de Pékin depuis qu'ils sont enfants. Et la particularité, c'est que les hommes qui sont emmenés par leur famille dès leurs 5, 6 ans, 7 ans, et ils étaient, selon leur caractère, soit éduqués et dans leur apprentissage, ils devaient interpréter les rôles d'hommes ou les rôles de femmes en fonction de leur sensibilité. Et mon personnage faisait le rôle de la femme et donc de la concubine. Parce que dans l'opéra de Pékin, c'est très, très codifié. Il y a le roi, la reine, la concubine, quoi, voilà. Mais évidemment, ces amitiés d'enfance, d'adolescence, il y a ces deux garçons, ces deux hommes qui deviennent des hommes qui ont vécu toute leur enfance ensemble et leur adolescence qu'ont vécu et qui jouent ensemble l'opéra. Ils ont des relations très particulières ou pas. Enfin voilà, et puis il y a une femme qui arrive là et c'est cette amitié, cet amour à trois qu'on suit jusqu'au bout de la vie de ces trois personnages. C'est un film magnifique, magnifique, magnifique. Et là aussi, on m'a mis sur ce rôle. Sur le coup, je me suis dit, mais comment je vais atteindre. Mais là, je me suis dit, il faut pas que je le fasse en personnage, homosexuel, ou il faut lui trouver une féminité plus qu'une caricature, tu vois, d'homme qui serait pas ultra viril. Non, il fallait trouver une féminité, sa féminité, et non pas faire un homme qui fait la femme. Qui fait la femme. Ouais. Voilà. Il fallait trouver une féminité. Et j'ai essayé d'aller dans ce sens-là, quoi. Et c'était un moment de comédie pour moi très, très fort, quoi. Tu rappelles le titre ? Adieu ma concubine. Merci Alexandre pour ta simplicité. Elle fait du bien. Merci à toi, Mathieu. Allez, salut l'artiste. Salut.